je pense que le grand danger pour tout le monde, c'est ne plus penser que nous sommes tous des êtres humains égaux, avec des droits égaux. Alors, il y a la droite qui monte partout, et moi je considère l'islamisme comme une droite très dangereuse. Et il y a deux idées là. Il y a l'idée de la responsabilité collective, qui est une idée très dangereuse. C'est que euh, un Algérien, un Français algérien qui est né ici en France, il pense que tous les Français avec lesquels il vit sont responsables du colonialisme. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la responsabilité collective. Et sur l'autre côté, on voit l'extrême droite qui voit que parce que vous êtes musulman, vous êtes responsable des attentats, de tous les attentats. C'est une responsabilité collective. Je pense que ça, c'est très dangereux. Parce que dans toutes les lois, ça commence par une seule phrase. La responsabilité est individuelle. Chacun est responsable de ce qu'il a fait, pas plus. Pour des raisons que je ne comprends pas, mais je peux deviner quand même, il y a pas mal de politiciens qui n'expliquent pas assez cette différence. Un musulman, c'est comme un juif, c'est comme un chrétien, c'est quelqu'un qui a une religion. Un islamiste, c'est un fasciste. Un islamiste, c'est quelqu'un qui porte l'idéologie de guerre. La plupart des victimes des attentats qui ont été commis par les islamistes sont musulmans. Mais ça, pour des raisons, on ne pense pas suffisamment. Hein. Pendant 15 ans, 85% des victimes des attentats commis par les islamistes étaient des musulmans. Vous voyez. Alors, si on voit la différence, je pense que ça va aider. Ça va aider à accepter les musulmans, à ne pas être raciste, à ne pas pratiquer la responsabilité collective, la première idée. Alors, je pense que ce sont deux idées très importantes. Oui, oui, vous avez raison, ça a toujours existé, mais maintenant, pour des raisons compliquées, maintenant, comme on dit en anglais, it's okay, de dire des choses horribles sur les gens, et ça se passe en France. Quelques politiciens de l'extrême droite, ils disent des choses. Moi, je vous dis que il y a 20 ans, c'était impossible de dire des choses pareilles pendant un dîner, par exemple. Oui, c'était impossible. Hein. Mais maintenant, on voit à la télévision. On voit à la télévision qu'on insulte les autres, on pense qu'ils sont ils sont pas comme nous, ils sont moins intelligents, et on le dit. Et même en Amérique, Trump a fait la même chose. Et le problème ici, et j'ai senti ça parce que je vis en Amérique, c'est que les gens étaient racistes. On ne devient pas raciste. Hein. On est ou bien raciste ou on l'est. Mais quand on voit le président ou quelqu'un, une figure politique, dit des bêtises pareilles, on se sent, on peut le dire, hein, au métro, au café, parce que le président dit la même chose, vous voyez. Alors ça existait toujours, mais maintenant, c'est plus facile de pratiquer le racisme. On ne devient pas raciste, mais on peut se débarrasser du racisme.
Il s'agit de, si vous pensez aux autres comme des êtres humains. Vous voyez, quand j'écrivais mon roman Chicago, j'ai un personnage qui était un soldat pendant la guerre de Vietnam. Alors je devais faire lire sur cette époque et j'ai trouvé quelque chose que je trouve vraiment très intéressante, c'est qu'il y avait une instruction par l'armée américaine pour les soldats à Vietnam. Quand vous tirez, ne regardez pas les yeux. Je pense que c'est très fort. Quand vous tirez, when you shoot, do not look in the eyes. Il distribuait ça pour les soldats. Mais pourquoi? Parce que si je regarde les yeux, je vais découvrir l'être humain. Et si je découvre l'être humain, je ne serai jamais capable de tuer. Et je trouve que le goal de la littérature, de l'art, de tout ce qu'on fait, c'est exactement regarder les yeux. Une vie sur les papiers qui ressemble à notre vie quotidienne, mais qui est plus profonde, plus significative et plus belle. Alors, on crée une vie, mais pendant 40 pages, ou 50 pages, ou 600 pages, il y a une vie, il y a les personnages, il y a ce qui se passe. Mais c'est plus profond que notre vie quotidienne, parce que on vit notre vie quotidienne avec des moments qui ne sont pas profonds, des moments qui ne sont pas significatifs. Mais tout ce qui existe dans le roman doit être profond et significatif. Et si ça va être profond et significatif, il sera beau. Le roman, c'est une histoire d'amour. Vous voyez, alors on ne peut pas décider de tomber amoureux. Et si on fait ça, ça finira mal. Vous voyez, ça arrive hein, qu'on devient amoureux. C'est exactement ce qui se passe avec le roman. Vous avez, au niveau théorique, j'ai toujours des projets pour des romans. J'essaye tout le temps d'ajouter des détails. À un moment donné, je sens que je vais écrire ce roman et pas les autres. Pourquoi, je ne sais pas. Hein? Et c'est pour cela que je compare l'écriture d'un roman à une histoire d'amour, parce que si on est amoureux vraiment et quelqu'un nous demande pourquoi vous avez aimé cette femme ou vous avez aimé cet homme, on va citer 4 ou 5 raisons, mais la raison principale, c'est toujours inconnu. C'est exactement ce qui se passe en écrivant le roman. La formule, généralement, c'est fiction égale réalité plus imaginaire. C'est que je suis inspiré par ce que j'ai vécu et les personnages. Et j'ajoute des choses, je change pour que la personne que j'avais connue devienne un personnage littéraire. Il y a une différence. Je commence par les personnages, j'imagine les personnages, j'imagine tous les détails que vous pouvez imaginer. Si une femme, comment elle est coiffée, elle fume, elle ne fume pas, elle fume quoi? Parce qu'une femme qui fume, par exemple, Marlboro rouge, c'est différent qu'une femme qui fume les cigarettes de la femme petite. Pourquoi? Parce que je cherche un moment, et ce moment, c'est le moment le plus important. À un moment donné, je sens que les personnages existent.
ils sont plus imaginaires. C'est vrai que ils seront toujours invisibles pour moi, mais je sens qu'ils sont autour de moi. Et c'est ce moment, ce qu'on appelle en américain le click, hein, qui dit que j'ai un roman à la main, que je dois écrire. Oui, le roman n'est pas un moyen de juger les autres, mais c'est un moyen de les mieux comprendre. Vous voyez, cette histoire des gens qui se trouvent dans les soap opéras, et il y a quelqu'un de bien et quelqu'un qui est mauvais. Le bien c'est un ange et l'autre c'est le diable. Ça n'existe pas ni dans la vie ni dans la littérature. La littérature est une manière de mieux comprendre les autres et de dire un message que nous sommes tous des êtres humains. Je dirais même le challenge pour le romancier, c'est essayer de découvrir ce qui est noir dans dans une personne très bien vue par tout le monde et ce qui est bien dans une personne jugée par tout le monde, qu'elle est vraiment une mauvaise personne. Et à un moment donné, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très fort. À un moment donné, les personnages m'échappent. Je n'ai plus contrôle sur mes personnages. Au lieu d'imaginer ce qu'ils font, maintenant, je vois ce qu'ils font sur l'écran de mon imagination et j'écris ce que je vois. C'est un peu, ça, peut-être, c'est un peu compliqué, mais tous les romanciers qui ont écrit sur l'écriture, ils ont dit la même chose. Qu'à un moment donné, les personnages deviennent libres. Ils font ce qu'ils veulent. Parfois, ils font des bêtises. Et parfois, ils font des choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais je n'ai plus le pouvoir. Moi, je pense que la dictature est le problème le plus grand du monde. Hein, parce que la dictature a des conséquences. Moi, j'ai été formé comme un chirurgien dentiste. Et il y a ce qu'on appelle en médecine le syndrome. Et le syndrome, c'est pas la maladie. La maladie, on sait qu'est-ce que c'est que la maladie. Mais le syndrome, quand il y a des symptômes qui se répètent toujours ensemble, et on n'arrive pas à voir les relations entre ces symptômes, on appelle ça syndrome. Alors j'ai dit que la dictature est un syndrome, parce que les symptômes, soit sur la société, soit sur l'individuel, soit sur le dictateur lui-même, se répètent tout le temps. Tout le temps, vous voyez. Alors, ça m'a intéressé beaucoup pour trouver des réponses pour des questions que j'avais à la tête pendant des années. Par exemple, j'ai trouvé un grand sociologue français. On ne parle pas de lui souvent ou suffisamment, disons. Il s'appelle Étienne de La Boétie. Il a écrit le discours de la servitude volontaire, 16e siècle. Il était un vrai génie. Il était capable de voir des relations très importantes. Il a dit par exemple que le dictateur devient dictateur parce que le peuple, à un moment donné, est préparé pour la dictature. Soit parce que le peuple a peur, soit parce que le peuple il n'a plus confiance, on a besoin d'une protection, on a besoin d'un homme fort pour nous protéger, et c'est le commencement de la dictature. Et quand j'écris ça dans mon livre, et quand, par exemple, j'ai essayé d'appliquer cette formule de La Boétie sur les dictatures
récente du XXe siècle, il était incroyable. Parce que vraiment, Hitler a été soutenu par les Allemands parce qu'ils avaient peur. Après une défaite incroyable, Première mondiale, ils avaient besoin d'un homme fort. Mussolini, la même chose. Il y avait le chaos en Italie et les gens avaient peur. Et lui, il a dit, c'est moi qui va vous protéger. Et si, en Égypte, la même chose. C'est incroyable. C'est vraiment un syndrome. Et quand j'ai comparé même les phrases dites par des dictateurs très différents, un dictateur par exemple comme Bokassa, il a des phrases exactement ce que notre dictateur en Égypte a dit. Et je suis sûr que notre dictateur en Égypte, il n'a jamais entendu parler de Bokassa, vous voyez. Alors, on est devant un syndrome, un vrai syndrome. Pas un syndrome dans le corps humain, mais c'est un syndrome dans la société humaine. Il a des moyens, il y a les mains d'un dictateur, il a 3 ou 4 mains. Hein, a la peur. La peur, c'est essentiel. Il doit terroriser les gens jusqu'à un moment donné, quand vous rentrez comme citoyen chez vous, vous priez pour remercier le bon Dieu. Seulement, et vous n'avez rien fait. Mais quand vous voyez ce qui se passe autour de vous, alors la peur est essentielle. Le complot. Tous les dictateurs utilisent le complot. C'est que les autres pays, ils font un complot contre nous, ils vont détruire notre pays, et tout ce que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi sont des agents du CIA, Mossad, etc., etc. Alors, moi, je vais vous protéger de ce complot. Et la xénophobie, qui est très liée au complot. Et c'est pour cela qu'en Égypte, ça c'est un roman que je viens de terminer sur Alexandrie pendant les années 60, comment les Égyptiens d'origine européenne sont nés à Alexandrie, leurs parents nés à Alexandrie, ils sont égyptiens, mais d'origine italienne, grecque. À un moment donné, à cause de la xénophobie créée par le dictateur Nasser, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas traités comme des Égyptiens, qui peuvent être... Les gens commencent, à cause du propaganda, à ne pas faire confiance à eux, hein, parce que peut-être ils sont des agents de CIA. Hein, alors, vous pouvez imaginer que c'est votre ville, hein, et des élèves avec lesquels vous avez passé des années à l'école, ils ne font plus confiance à vous à cause du propagande. À un moment donné, ils devaient partir. On a perdu des millions d'Égyptiens d'origine européenne, les Juifs. Il y avait un grand problème avec, pas avec le peuple, mais avec le dictateur. Alors, on voit comment on détruit une société. C'est très difficile de faire une société cosmopolite comme celle qui existait à Alexandrie. On voit maintenant que dans le même pays, il y a des problèmes. Mais on avait une société qui avait vécu pendant des siècles. Tout le monde a été accepté. Mais à cause de la dictature, c'est une grande perte.
Oui, exactement, parce que il ne s'agit pas seulement des pays arabes ou les pays où il y a des dictatures. Même à l'Occident, on doit faire attention parce que il y a des présidents, on a vu ça, un président élu, mais il a une tendance d'être un dictateur comme Trump. Hein. Il a une vraie tendance. Hein. Mais heureusement, la démocratie américaine est protégée par des institutions. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Alors, c'est pas seulement mon livre, et pas seulement pour les Arabes. Malheureusement, ça n'a pas été publié en arabe, hein, parce que les maisons de publication, euh, ils avaient peur. Mais de toute façon, ça va. Et ça a été publié en français, en anglais, en italien, en grec. Mais c'est pas seulement pour les Arabes, c'est pour tout le monde. Hein. On ne doit pas laisser faire, on ne doit pas prétendre qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On ne doit pas commencer une dictature parce que au commencement, vous aurez le choix, le pouvoir d'arrêter, mais dès que les dictatures commencent, ça sera très difficile de l'arrêter. On ne sait pas. On sait que quand il y a une nouvelle vision du monde, il y a une nouvelle génération, dans le monde arabe, 60% ou même plus sont sous l'âge de 30 ans. Alors, ça peut expliquer le printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe. Mais, mais pourquoi ça se passe maintenant? C'était toujours une question sans réponse dans toutes les révolutions, la Révolution française inclue, vous voyez? Parce qu'à un moment donné, c'était un problème qu'on pouvait régler quand même. Hein? Mais les gens se sont rendus compte qu'ils sont forts parce qu'ils sont nombreux. Ça, on le sait. Hein? Euh, alors, ça a commencé comme ça. La 19-17, la révolution russe, c'est la même chose. La révolution russe, par exemple, a commencé pas 19-17, a commencé à 1825 par un mouvement qui s'appelle les décembristes, parce que ça s'est passé, c'est arrivé au mois de décembre, qui ont refusé le tsar pour la première fois. Et ça, ils ont continué le combat jusqu'à 1917 et ils sont arrivés au pouvoir. Alors, il y a toujours quelque chose qu'on ne comprend pas, l'étincelle de la révolution. On ne comprend pas. On ne comprend pas à 100%. La démocratie, c'est être traité comme un être humain. Être protégé par la loi, être traité également avec les autres, quelle que soit ma couleur de peau, quelle que soit ma religion, quel que soit mon niveau économique, et avoir le droit de changer sans violence, changer le président sans violence. Alors, et je pense que ce sont des droits essentiels. On peut pas dire qu'on est traité comme un être humain sans ces droits. Et le droit de la vie privée, par exemple. On n'a pas le droit de parler ou de poser question sur la vie privée de quelqu'un. Et que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Je trouve ça essentiel. J'ai essayé de publier mes livres pendant les années 90. J'ai été refusé d'être publié par le ministère de Culture 3 fois.
à 1990, 1994, 1998. La troisième fois était vraiment était très difficile pour moi. Alors j'ai décidé de quitter l'écriture, de rester comme dentiste, et j'ai parlé avec ma femme et j'ai dit, écoute, j'ai donné à l'écriture 15 ans de ma vie, elle ne m'a rien donné. Alors, on va immigrer à New Zealand. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que c'était très loin. Et je lui ai dit, moi, j'ai commencé un roman. Dès que je vais finir le roman, je vais payer, je paye, comme d'habitude, je paye pour faire une édition de 500 exemplaires pour les critiques. Je vais payer, faire comme d'habitude, 500 exemplaires. Ce roman était les meubles à combien? Alors, c'est devenu un phénomène incroyable. Tout est changé dans ma vie. Ce roman a changé ma vie, vraiment. Et à Londres, on célébrait 1 million d'exemplaires sans la langue arabe. Non, 1 million d'exemplaires. Il y avait, mon maison de publication anglaise a fait un dîner et tout. Et j'avais une fille à côté de moi, et je lui ai posé la question, vous êtes d'où? Elle a dit, je suis de New Zealand. Et ça, j'ai senti quelque chose. Hein. Et j'ai raconté l'histoire au dîner, parce que c'est une histoire. Je pense que c'est un moment qui a changé ma vie.